Retour sur le plateau d'Équipe Auto TV, il est 16h45, je suis en bonne compagnie pour parler du contrôle technique et de ses évolutions, un sujet qui intéresse au moins 6300 professionnels du contrôle technique et plus largement toute la profession, tout l'aval de la filière. Profession réglementée, convergence européenne, nous faisons le point sur cette question avec nos invités. Martine Houlière, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Sécuritest et présidente du syndicat SCTV. À côté de vous, Roland Thévenoud, vous êtes président du SNCTA, vous êtes également contrôleur technique. Bonjour, c'est Bonjour, exact. sous quelle enseigne? Indépendant. Vous êtes indépendant. Eh bien, indépendant jusqu'au bout des ongles. C'est exact. De l'autre côté du plateau, à côté de moi, Nicolas Bouvier. Bonjour Nicolas, vous êtes président de Decra Automotive. Bonjour. Et président de la branche contrôle technique au CNPA. Et à côté de vous, David Vessier, président du GIEG, directeur aftermarket Actia Automotive. Bonjour. J'ai pas écorché votre fonction, hein. Non, je vous en remercie. Alors, les pouvoirs publics étaient invités à cette émission. Madame Cathy Bitt, en charge du contrôle technique au sein du ministère de l'écologie et du développement durable, est excusée. Elle n'a hélas pas pu se libérer et nous sommes persuadés qu'il ne s'agit pas d'un motif politique. Les pouvoirs publics manqueront toutefois à nos échanges. Alors, de quoi parlons-nous exactement? Eh bien, d'une directive européenne qui doit harmoniser les contrôles techniques dans les 28 pays de l'Union, progressivement. En tout cas, cette directive a été adoptée par le Parlement de Bruxelles en avril dernier. L'enjeu, bien sûr, c'est qu'elle doit être transposée en France et dans tous les pays de l'Union avant le 1er janvier 2018. Alors, nous sommes ici pour parler un petit peu du lobbying que vous faites les uns et les autres, en tout cas pour défendre les intérêts de la profession, parce qu'il semblerait que dans l'esprit de cette directive, il y ait des changements importants. Martine Houlière. Oui, c'est loin qu'on puisse dire. Déjà, des changements, j'allais dire, sur le fond, puisque toutes les méthodes de contrôle vont être modifiées, les points de contrôle aussi. Alors on dit vont, mais devraient, hein, pour l'instant. Ben, oui, parce que les travaux concernant la transposition sont en cours, donc tout n'est pas finalisé. Donc je peux pas, on n'est pas arrivé jusqu'au bout de la directive, donc le travail n'étant pas terminé. Il y a déjà des choses que l'on sait. Mais bon, je pense que ce n'est pas l'objet ici de cette table ronde. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même beaucoup de concertation au niveau des opérateurs, au niveau des équipementiers. Et donc, je pense que chacun veille, comme vous le disiez, à ce que cette transposition soit faite aussi dans l'intérêt à la fois de l'image du contrôle technique, garder un contrôle technique quand même de valeur, qui va dire quelque chose, et efficace, et puis aussi dans l'intérêt aussi de ceux qui le pratiquent, c'est-à-dire les gérants de centre. Mais oui, parce que ça fait des modifications importantes, manifestement. On est sur l'esprit de cette directive, Roland Thévenoud. Qu'est-ce qu'on doit craindre? Un niveau d'expertise beaucoup plus grand des contrôleurs? Oui, c'est exact. La directive qui a été créée rassemble tous les métiers du contrôle technique, PL, VL, moto. La difficulté, c'est de faire des arrêtés qui correspondent à ces 3 ou 4 métiers. Puis donc déjà, ça, c'est pas tout à fait facile. Pas facile. Et puis, la directive est un peu plus dans l'expertise parce qu'il y a très peu de points mineurs et il y a beaucoup plus de points majeurs. Donc des défauts majeurs. Des défauts majeurs et des défauts critiques. Et critiques qui entraînent obligatoirement une interprétation du contrôleur, c'est ça? On pourrait dire que jusqu'à maintenant, les contrôleurs avaient des observations mineures et ils avaient peut-être tendance à tirer un peu le parapluie en mettant un défaut plutôt mineur que majeur. Avec la directive, ça va être terminé. Donc il faut repenser le contrôle technique Made in France et l'adapter, adapter la conduite et la formation des contrôleurs sur le terrain. Ce qui va pas être simple. Nicolas Bouvier, donc interprétation plutôt en défaveur du contrôle technique français? Moi, je ne verrais pas ça comme ça. Je pense que c'est effectivement une sévérisation du contrôle avec une évolution profonde, comme l'ont décrit déjà mes collègues, mais qui consiste aussi à le mettre au niveau de ce qui est demandé dans la directive européenne. Donc la directive européenne, il faut la transposer. Après, c'est une question de comment et de quand. Donc là, on sait, hein, le 1er janvier 2018. Le comment, on y vient. Mais il y a un minimum européen à respecter. Donc, est-ce que la France est plutôt dans le bas de l'échelle, dans l'expertise, entre guillemets, des contrôleurs techniques? Ceci n'est absolument pas péjoratif. Oui.
Alors, la France n'est pas dans le bas du panier ou dans le haut du panier. Si on regarde, le contrôle technique français est de bonne qualité par rapport à la moyenne européenne. Maintenant, il y a des niveaux de qualification et une manière d'envisager le contrôle technique qui est très différente. Par exemple, en Allemagne ou même en Espagne, les choses sont différentes. Et en Italie, encore plus, puisque une des différences fondamentales, par exemple, d'un pays à l'autre, c'est si on le fait dans les garages ou si on ne le fait pas dans les garages. Donc, vous voyez, c'est une question... plus qu'un jugement de valeur, c'est une question Alors, en France, de philosophie. La question est réglée, hein, on ne le fait pas dans les garages. On ne le fait pas dans les garages. Et il n'y a plus de centre auxiliaire non plus, d'ailleurs. Il y aura plus de centre auxiliaire bientôt, dans un an. Voilà, c'est ça. Mais juste pour dire que ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est juste une manière d'approcher le contrôle technique qui est très différente en France, mais qui est aussi le modèle qui s'exporte le plus à l'international. Il faut savoir que ce qui s'exporte, ce n'est pas tellement... le modèle allemand ou le modèle... Qui est beaucoup plus dans l'interprétation, c'est ça? Oui, qui est beaucoup... Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un rapprochement vers le modèle allemand, qui est avec un niveau de qualification supérieur et plus de liberté de jugement laissée aux contrôleurs. Mais d'une manière générale, dans le monde, quand des pays commencent à faire le contrôle technique, c'est surtout le modèle français qui est utilisé. Parce qu'il est plus facilement exportable, David Vessier? Je pense parce qu'il est effectivement peut-être plus facilement exportable aussi parce qu'il est structuré et que nous sommes un pays où l'administration a toujours veillé à ce que le contrôle technique soit sous contrôle. C'est totalement le cas. Oui, tout à fait. Et donc, il faut savoir que par exemple en Allemagne, il n'y avait pas de statistiques globales qui étaient disponibles sur ce qui se passait dans le contrôle technique au niveau du pays dans son ensemble, puisqu'ils étaient organisés par Länder. Et donc le modèle français, avec un organisme technique central qui permettait de donner au grand public des statistiques sur le contrôle technique, était un point extrêmement valorisable pour les pays qui voulaient se lancer dans le contrôle technique. Et aussi le travail qu'on avait fait en France entre les réseaux de contrôle et les fabricants de matériel, le fait qu'on ait défini des protocoles de communication entre les matériels et les logiciels des réseaux, c'est quelque chose qui n'existait pas dans la plupart des pays européens et qui intéressait forcément... C'est pour ça que ça intéresse tout le monde, en effet. Exactement. Parce qu'on a une standardisation, une normalisation finalement des protocoles d'échange entre le matériel et les contrôleurs techniques. C'était vraiment quelque chose qui avait été fait au niveau français entre les différents acteurs du contrôle. Donc aujourd'hui, tout ça s'est organisé, tout ça, ça marche et on va vous demander de changer les choses finalement. Hein, c'est ça. Alors justement, quel scénario probable entrevoyez-vous? Est-ce qu'on va vraiment vers une sévérisation, vers une déconstruction du système, Martine Houlière? Non, je pense que... Non, je ne veux pas parler ça va être une révolution. De toute façon. Ce sera une révolution. Une révolution, c'est un cercle, on revient à zéro. Oui. Hein, après. On va dire ça. Alors, ça nous rassure. Mais quelque part, on va dans le bon sens, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, la France ne peut pas rester toute seule avec ses 124 points de contrôle. Et puis, on fait quand même partie de l'Europe. Donc, je trouve qu'avoir une harmonisation européenne, c'est le minimum, y compris pour notre profession. Pour quel changement dans le contrôle militez-vous? C'est plus, je pense, sur une élévation du niveau peut-être de qualification en effet de nos contrôleurs. Parce que c'est indéniable, on a des véhicules qui vont évoluer technologiquement. Donc on va avoir besoin aussi d'avoir des contrôleurs qui soient beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus compétents, beaucoup mieux formés. Et donc ça me paraît important. Aujourd'hui, on en est au stade de l'accès au calculateur du véhicule. Oui, pour l'OBD. Aujourd'hui. C'est ça. Enfin, on ne fait pas grand-chose quand même au niveau du... Et toutes les infos techniques ne sont pas toujours disponibles d'ailleurs sur tous les véhicules. Hein. Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, de toute manière, tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'OBD, c'est tous les défauts qui ont été qui sont liés à la pollution uniquement. Voilà, qui ont fait l'objet d'une harmonisation par tous les constructeurs. Mais aujourd'hui, les autres défauts ne sont pas harmonisés. Donc... aujourd'hui, on ne peut rien détecter via l'OBD sur les autres défauts. Alors, question ouverte. Oui, pardon, David Vessier. Justement, à ce propos, devant ce constat, il a été décidé de créer un groupe de normalisation ISO. Donc, c'est un groupe international pour pouvoir, à travers la prise OBD, accéder aux informations relatives aux calculateurs qui gèrent l'aspect sécurité active et passive des véhicules. Donc, le fonctionnement des airbags, le fonctionnement de l'ABS. Exactement. C'est une norme qui a pour nom aujourd'hui EPTI. EPTI. Voilà, PTI pour Periodical Technical Inspection, donc contrôle technique périodique. Oui. Et donc le but, effectivement, est de normaliser l'accès aux informations des calculateurs électroniques ABS, airbag, ESP, de façon à ce que cela puisse être contrôlable lors du contrôle technique.
Ça vient aussi du fait que des véhicules aujourd'hui qui sont mis sur le marché ne permettent pas, à travers la prise OBD, d'accéder à d'autres informations que les informations réglementaires. De pollution réglementaire, Voilà. bien sûr. Puisque l'émergence de la télématique dans les véhicules qui sont commercialisés par les constructeurs aujourd'hui fait que les constructeurs disent, si vous voulez faire du diagnostic sur ce véhicule, vous devez passer par mon portail télématique. Et donc ça pose un problème pour le contrôle technique, parce que l'accès au portail télématique des constructeurs... Bien entendu, il est payant. Oui, et il est plutôt dédié à la réparation qu'au contrôle technique. C'est ça. Donc, quelles sont vos revendications aux uns et aux autres par rapport à ce protocole, qu'il soit intégré dans la transposition de la Exactement. directive? De la même façon que pour l'OBD actuel, qu'il soit intégré et qu'il soit effectivement public, de façon à ce qu'on puisse lire des informations normalisées à travers les outils de lecture OBD qui sont déjà présents dans les centres de contrôle. Nicolas Bouvier, même Oui, absolument. position pour le CNPA, puisque et- vous êtes là au nom du CNPA Oui, aussi. tout à fait. Ce qui est, je suis là, oui, au nom du CNPA. L'objectif pour nous, pour les opérateurs, est de pouvoir accéder à toutes les données qui permettent de vérifier les éléments de sécurité électronique Bien sûr. des véhicules. Aujourd'hui, il y a un seul pays où ça se fait, à ma connaissance, c'est en Allemagne. Ils ont travaillé avec l'organisme central qui les supervise. En France et dans le reste de l'Europe, l'accès à ces données fait l'objet de la mise en place avec les constructeurs d'une plateforme où les données seront accessibles. Mais la négociation est en cours avec l'association des constructeurs pour pouvoir déterminer les types de données et la manière dont ce sera accessible. C'est absolument crucial pour nous si le contrôle technique doit évoluer avec la technologie, ce qui est bien sûr le cas, sinon on sera rapidement obsolète. Donc il est essentiel qu'on ne se fie pas seulement à ce que dit l'ordinateur de bord, mais qu'on puisse nous-mêmes vérifier en présentiel avec des mesures réelles les équipements qui sont aujourd'hui uniquement Mais présents. tout à fait. Organisé. Ça rentre dans l'esprit de la directive européenne ou est-ce que je me trompe? Roland Thévenoud. Oui, tout à fait. La directive européenne, dans son article 17, préconise et demande aux constructeurs de fournir les indications pour tout ce qui touche aux composants de sécurité et tout ce qui touche à l'environnement, à savoir toutes les valeurs qui sortent des calculateurs et seraient, si certains constructeurs avaient déjà donné ces valeurs, peut-être qu'on aurait déjà découvert bien avant ce qui s'est passé avec un constructeur allemand. David Vessier, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur Non, simplement, ce point effectivement, c'est un des points importants de la directive européenne qui concernait cette partie mesure des éléments électroniques de sécurité. Et la directive européenne stipulait également la partie mesure pollution pour les particules et les dioxydes d'azote. Alors voilà, donc ça c'est le sujet on va suivant. certainement en parler. On y vient tout de suite, Et effectivement. Et je voulais simplement rajouter que dans la directive, on va chercher à homogénéiser le contrôle au niveau des pays européens. Il ne faut pas oublier qu'au départ, cette directive, c'était un règlement. Il était prévu d'avoir un règlement qui se serait imposé à tous. Bon, sous la pression de différents pays, ce règlement est devenu une directive, mais il n'empêche qu'il va maintenant falloir travailler à transposer celle-ci pour aller vers plus d'homogénéité sur les méthodes de contrôle dans les différents pays de l'Union. Il faut dire que la France a des intérêts puisque effectivement elle est moteur dans l'harmonisation quelque part des données, des transmissions de données. C'est vrai. Nicolas Bouvier, vous opinez du chef. J'irai pas jusque-là. Je dirais pas qu'elle est moteur, hein, malheureusement. La France participe. Oui. Et elle est favorable à cette évolution, mais moteur, je pense que un peu excessif. Alors, on vient maintenant au sujet de la pollution, parce que c'est un sujet, à la fois à la mode et très polémique aujourd'hui. Sans rentrer dans une polémique, on sait que le contrôle technique ne mesure pas tout aujourd'hui sur la pollution. Martine Houlière, est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin? Et comment? Oui, je pense que ce serait peut-être un peu hypocrite de dire qu'il ne faut pas faire évoluer le contrôle pollution dans nos centres. Qu'est-ce qui manque? Il manque certaines données. Mais enfin, déjà, il y a des choses qui sont déjà décidées, puisque on va considérablement modifier la manière dont on contrôle l'opacité des fumées, puisqu'il y a la norme 10.025 qui a été complètement redéfinie. Elle va complètement changer les méthodes de contrôle pollution et elle va surtout abaisser les seuils
puisqu'à aujourd'hui, en fait, on ne tient pas compte des seuils aujourd'hui d'homologation des véhicules. Des véhicules neufs. Voilà. Donc on va se rapprocher des seuils d'homologation. d'homologation. Et on va considérer, en fait, heureusement, qu'avec cet abaissement des seuils, on pourra en fait contrôler ce véhicule par rapport à son seuil d'homologation. Alors ça nécessite probablement un changement de matériel dans les centres. Alors un changement, ou une adaptation. Non, c'est une adaptation plutôt, puisqu'en fait on considère que tous les matériels qui sont en place depuis 2013, avec juste une évolution, une mise à jour du soft, ce sera possible sans problème. Alors un matériel antérieur à 2013, ce sera quand même un petit peu plus difficile, je pense. David Vessier. On peut aller même au nom des fabricants. Non, je pense que les matériels qui ont été vendus dans les 10 dernières années sont tous capables de mesurer les seuils liés à la NFR 10025. Donc les fabricants s'y engagent fermement, c'est ça, David Vessier ? Je ne peux pas parler d'engagement au nom de tous les fabricants. C'est bien noté. Sinon, vous les remboursez, hein, on est d'accord. Bon, très bien. Non, le fait est que la norme française NFR 10025, elle a été écrite en 1996. Et elle avait besoin d'être sérieusement dépoussiérée. Mais il se trouve que les seuils que l'on mesurait en France, effectivement, datent d'il y a 20 ans. Mais les matériels que l'on vend sur le marché français étaient capables de s'adapter à des seuils beaucoup plus restrictifs qui étaient utilisés dans d'autres pays européens. Donc c'est vrai qu'on avait la capacité de faire évoluer le niveau de mesure sans forcément changer l'intégralité du parc, et ça c'est quand même un point important sur lequel qui a été un peu la base aussi des discussions qui ont eu lieu autour de la réactualisation de la norme. Et puis l'idée aussi c'était de pouvoir lutter contre le défapage, puisqu'avec les nouveaux seuils de la NFR 10025, on saura détecter si un véhicule a été défapé ou pas. C'est la principale arnaque au contrôle technique aujourd'hui. Enfin, c'est l'une. Oui, et c'est vrai que, en tout cas, c'est quelque chose qui ne donne pas une bonne image de ce que l'on est capable de faire dans les centres, alors que la capacité, la connaissance était là. Alors, oui, pardon, Nicolas Bouvier. Pour ajouter une chose sur ça, c'est que le fait d'adapter les mesures à la mesure d'homologation, à la valeur d'homologation des véhicules, ça va permettre aussi d'être plus juste par rapport aux automobilistes qui auront des véhicules plus ou moins récents, mais qui ne se verront pas stigmatisés du fait qu'ils n'ont pas le dernier modèle. Voilà. Et donc, ça va nous mener ensuite à la possibilité de déterminer des seuils d'acceptabilité. En fonction de l'âge du véhicule, en fonction du cycle de vie, de sa performance par rapport à son homologation. Voilà, okay, et ça, c'est plus juste que de dire, à partir de telle année, votre véhicule, finalement, on considère qu'il est sale. Alors tout ça, ça nous permet de faire référence à la loi de transition énergétique, à la LTE, parce que je crois qu'en janvier 2016, chaque véhicule du parc circulant devra afficher une vignette relative à son niveau de pollution. Je pense que ça, c'est à peu près acté. Alors, non, ça, c'est pas acté. C'est pas acté encore, mais c'est dans l'air en tout cas. C'est le cas de le dire, mais c'est surtout une mesure volontaire aujourd'hui. Oui. Donc les mairies qui veulent le mettre en place peuvent le faire, mais ça rejoint ce que je disais tout de suite, c'est qu'il serait plus astucieux plutôt que de dire à partir de telle date, votre véhicule, je lui mets un sticker rouge, ce serait mieux de dire en fonction de son protocole d'homologation. Oui, il est conforme ou il n'est pas conforme. Il est conforme ou il n'est pas conforme. Et donc ça lui permet ou pas, et le contrôle technique pourrait délivrer des vignettes justement en fonction des mesures qui sont prises. Est-ce que vous êtes tous d'accord autour de la table pour que ce soit le contrôle technique qui délivre ces vignettes, par exemple Martine Houlière, et puis Roland Thévenoud ensuite ? Oui, oui. Donc réponse franche et massive. Mais oui, forcément, puisque de toute manière, ce qui est important, c'est de mesurer le niveau de pollution du véhicule tout au long de sa vie, et pas seulement à un instant T. Or, qui mieux que le contrôle technique, puisqu'un véhicule passe tous les 2 ans, peut justement certifier que ce véhicule pollue ou ne pollue pas. Donc on attribuerait la vignette en fonction de son niveau de pollution. Ça paraît logique. Roland Thévenoud, tout ça, ça s'appelle l'éco-diagnostic en quelque sorte. Oui, un petit peu, effectivement. Maintenant, on attend le nouveau matériel qui va nous permettre d'être performants sur ces véhicules nouveaux et anciens. Je pense que l'article 65 de la loi de la transition énergétique devrait découler par un décret avant janvier 2017. Et à partir de là, de ce décret, on saura exactement ce qu'on aura à faire dans les centres de contrôle. Et effectivement, il est souhaitable que ce soit le contrôle technique qui délivre des vignettes. Qui délivre ces vignettes et fasse ce diagnostic. Il y a 30 ans, c'était déjà ça. La vignette, la pastille verte avait été déjà donnée dans des ateliers en 86. Enfin, je suis un peu
ancien, et je peux le dire que les garages. Oui, mais on se souvient de cette pastille verte, évidemment. La pastille verte. Oui. Donc on revient à cette méthode et qui était une bonne méthode. Qui était une bonne méthode et que l'on a rapidement abandonné. D'ailleurs, on ne se souvient pas trop pourquoi. Pour information, alors je ne sais pas pourquoi ça a été abandonné, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les vignettes qui ont été mises en place il y a quelques années maintenant en Allemagne, ils sont en train de revenir en arrière. Parce que justement, c'était basé sur les euros, etc. Donc, pas sur l'homologation. Pas sur l'homologation. C'était les générations de dépollution. Exactement. Voilà. Et donc, ils voient qu'il y a de moins en moins de mairies qui l'appliquent, tout simplement parce que c'est pas juste. C'est ça, c'est ça. David Vessier. Oui, il est clair qu'un véhicule Euro 4 d'un constructeur qui aurait voulu avoir des normes d'émission plus sévères que ses concurrents pourrait être refusé, se voir refuser l'accès en ville, alors qu'un véhicule Euro 5 qui serait au même niveau de pollution que lui pourrait entrer librement. Je pense que c'est une mesure socialement beaucoup plus acceptable de l'accès sur les valeurs réelles qui seraient mesurées en centre de contrôle. L'idée de socialement acceptable, effectivement. Je pense que voilà, et il faut être juste, et le fait de pouvoir réellement vérifier le niveau d'émission. On ne va pas payer un contrôle technique pour se voir stigmatisé à tort, qui plus est. Exactement. Bien, tout ça c'est intelligent parce qu'on parle beaucoup d'éco-entretien sur le salon et ça on s'adresse plus aux professionnels de la maintenance, mais si quelque part le contrôle technique pouvait devancer, parce qu'on sait très bien que le contrôle technique induit de la réparation derrière, que votre éco-diagnostic trouve son écho ECHO dans la maintenance avec l'éco-entretien, ça a du sens, Martine Houlière. Oui, ça a des sens, j'allais dire presque à aujourd'hui, comme tous les défauts constatés sur un véhicule et qui entraînent réparation. Je veux dire, ce défaut, il peut être, quel que soit le type de défaut. Je veux dire, à partir du moment où on dit à un automobiliste, votre voiture freine mal, eh bien, il doit aller vers un professionnel pour remettre son véhicule en état. Et il va en être de même demain. Avec la pollution. Avec la pollution. Avec effectivement la mise à niveau de vos appareillages pour que vous puissiez être juste, en effet. Voilà. Alors, phrase de conclusion, une phrase pour chacun, un mot, enfin un peu plus d'un mot évidemment. Qu'attendez-vous des pouvoirs publics dans cette transposition, Nicolas Bouvier? Tout d'abord de la concertation, et de la concertation qui se traduise ensuite par des prises de décision conformes à ce qui aura été discuté, et ensuite une prise en compte à la fois de la nécessité de faire évoluer la réglementation vers un meilleur contrôle d'une manière générale, et en particulier un meilleur contrôle pollution. Et on a bien vu que vous êtes tous d'accord pour le réclamer. Et en même temps, les contraintes économiques que cela peut représenter et de mise en œuvre pour les centres. Roland Thévenoud, qu'attendez-vous des pouvoirs publics? Oui, tout à fait la même chose que d'autres confrères, le réseau et le CNPA. On a toujours travaillé pour la sécurité et pour le moindre émission de pollution. Je pense qu'il faut qu'on continue comme ça, toujours en dialogue avec les pouvoirs publics, parce qu'il faut que les pouvoirs publics comprennent que sans des bons contrôles, il n'y aura pas de bonnes réparations, et ainsi de suite. La boule continue. Qui connaît bien répare bien, et qui connaît bien contrôle bien. Donc je pense que c'est notre métier. Et je pense que la formation va jouer un grand rôle dans l'avenir pour les contrôleurs. Martine Houlière, contrôle sana, in marche sano? Yes, exactement. Alors justement, je suis tout à fait d'accord à ce que viennent de dire Nicolas et Roland. Je veux dire, à la fois sur un contrôle optimisé et aussi faire attention aux aspects économiques pour les gérants de centre. Je voudrais un peu avoir aussi le volet automobiliste. Je pense qu'aujourd'hui, l'automobiliste, il pense surtout que le contrôle technique, c'est fait pour la sécurité de son véhicule, oui. Il faudrait aussi qu'il se mette dans la tête que c'est aussi pour sa propre santé. Ah bah ça, c'est votre boulot. Donc ça, c'est important. Oui, mais on n'est pas tellement aidé, là aussi, par les pouvoirs publics pour parler du contrôle technique de manière positive, ni, excusez-moi non plus, par les médias qui parfois parlent beaucoup du contrôle technique et des fois dans des termes peu flatteurs. Et on a beaucoup parlé tout à l'heure de nouveaux matériels, d'investissement. Et je pense que, même si là, il y a très peu d'automobilistes, mais je crois que l'automobiliste, il va falloir aussi qu'ils se disent que le contrôle technique risque d'augmenter, parce que ces investissements-là, ce sont des investissements lourds et qui vont avoir fatalement un impact sur le prix. Mais les fabricants feront un effort, David Vessier. Et bien sûr, on nous le demande souvent. Trop souvent, plus souvent qu'à son tour. Non, mais c'est normal, ça. C'est le jeu des relations avec nos clients.
J'espère qu'en tout cas que les travaux en cours relatifs à la transcription de la directive européenne permettront de mettre en place un contrôle technique durable, parce qu'on a aussi besoin que le contrôle technique s'inscrive dans la durée, de très haut niveau, et qu'il soit en adéquation avec les formidables outils technologiques ou objets technologiques que sont les véhicules d'aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'il faut souhaiter, je crois. Espérant vous avoir éclairé, contribué à vous éclairer, vous les 6300 contrôleurs techniques, centres de contrôle technique en France, vous disant à très bientôt dans les allées du salon. Merci madame, merci messieurs, et on se retrouve dans 5 minutes, moins de 5 minutes, pour le journal télévisé avec la remise des prix spéciaux du jury des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile. A tout de suite.